Bonjour à tous et merci d'être encore avec nous pour À Cœur Ouvert. Nous sommes, vous le savez, depuis quelque temps à Bujumbura, en plein cœur du Burundi. Et notre invitée, c'est un plaisir de la recevoir. Elle se nomme Françoise Ngendahayo. J'espère que je prononce bien. Bonsoir. C'est très bien prononcé et bonsoir. Merci d'accepter notre invitation à répondre à cœur ouvert à toutes nos questions. Je précise, vous êtes diplômée de philosophie et lettres. Vous êtes également assistante à l'université. Vous avez été assistante à l'université de Burundi. Vous avez intégré les mouvements de femmes en 1989. Vous avez été également directrice générale au ministère de la promotion de la femme et de la protection sociale. Vous êtes entrée au Fonds africain pour l'habitat de Nairobi au Kenya. En 1993, vous êtes aux Nations Unies dans le département femmes et habitat pour l'Afrique francophone. Et je vais terminer en disant que vous êtes rentrée également, vous avez travaillé à la Cour pénale internationale pour le Rwanda. Comment tout ça a démarré ? Comment ça s'est passé? C'est dû à quoi? C'est une conviction? C'est un parcours exceptionnel. Je précise que vous êtes l'une des femmes les plus influentes de ce pays. Comment ça se passe tout ça? Bon, je dirais que mon parcours a été dès le départ dirigé par Dieu. Mais je ne le ressentais pas, comme peut-être toute personne aussi. J'étais assistante, mais j'ai dû abandonner ma carrière de professeur d'université parce que mon mari venait de recevoir une invitation à l'intérieur du pays. Et à ce moment-là, je devais choisir entre aller faire mon doctorat pendant 5 ans et ne pas vivre avec mon mari, ou le suivre à Gitega. C'était le choix du cœur ou de la raison que vous avez choisi? Je crois que j'ai choisi le cœur. Le cœur, d'accord. Mais la raison aussi, je crois qu'elle était là parce que quand vous êtes mariés, je recommande que les gens vivent ensemble. Bon. Et alors après, quand il est revenu à Bujumbura, j'ai dû le suivre aussi. Donc chaque fois, je m'ajustais à son programme. C'est ça. Mais plus tard, on découvrira qu'à la fin, lui aussi, il s'ajuste à mes programmes. Et c'est lui qui me l'a rappelé, en disant, voilà, vous allez faire votre carrière, parce qu'un jour aussi, vous avez abandonné votre carrière à cause de moi. Le 30 octobre 2009, vous êtes promu ministre du rapatriement. Comment ça s'est passé, ça? Vous avez reçu un coup de fil de l'ex-président de l'époque? J'ai reçu un coup de fil. Là, peut-être je devrais un peu faire un background. C'est en 2001? Oui. C'est en 2000 que j'avais commencé à me réveiller sur l'aurore, sur l'importance de Jésus et de Dieu dans ma vie. Avant, c'était comme si mes yeux étaient voilés. Je ne voyais rien. Et ce qui est étonnant, j'étais très convaincue que j'étais une très bonne chrétienne et que j'étais vraiment qualifiée pour le ciel. Mais c'est en découvrant Dieu et en relisant la parole, avec l'aide de mes amis qui m'avaient encadré, le pasteur Trice Shumbusho, que j'ai pu avoir l'importance de la repentance. Alors c'est à ce moment-là que j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur et maître en 2001, en juillet. Les choses se sont précipitées par la suite. Et je dirais que c'était même hors contrôle, parce qu'après c'était le baptême dans l'eau. Et puis après, c'était un jour que je reçois un coup de fil en me disant, voilà, on aimerait que vous veniez faire membre du gouvernement. C'est un coup de fil de qui? De Pierre Bouyoya ou d'un de ses conseillers? C'était qui? La nuit précédente, j'avais eu une vision où je voyais que je faisais le paquet avec mon mari et qu'on déménageait. Alors, au cours de la vision, je vois mon fils venir, mon fils aîné, qui vient et qui dit, voilà, maman, vous voyez tous ces voitures, vous voyez tous ces camions et bus qui reviennent, ils sont pleins de réfugiés burundais qui rentrent dans le pays. Et il a bien précisé l'ethnie de ces réfugiés. Et moi, j'ai dit, de toute façon, vous devez les aimer, nous devons les aimer, parce que ce sont les enfants de Dieu. Et c'est moi qui disais ça dans le rêve. Et le lendemain, je reçois un coup de fil, premièrement de ma petite sœur, qui me dit, Françoise, hier, le chef de la sécurité, le chef de l'intelligence, est venu me contacter, me demander vos contacts privés, parce que partis ne parviennent pas à vous joindre via la ligne de Tanzanie. Ils veulent que vous passiez, ils veulent passer par la voie de New York. Elle me disait, mais attention, il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir parce que le pays est en guerre, on est en train de chercher des ministres. Il ne faut pas accepter ce poste. Il ne voulait même pas que je rentre. Il voulait que je continue à être là-bas comme
en me protégeant quoi, contre les balles, mais il disait il ne faut pas accepter parce que le poste est très dangereux maintenant, les gens s'entretuent. Et puis, moi, comme j'avais reçu déjà le message, j'ai senti en moi quelque chose pour dire que j'avais accepté de suivre Jésus. Alors moi, en moi-même, j'avais déjà dit, mon Dieu, que cela soit fait selon votre volonté. Et quelques temps après, ça a été fait, vous avez reçu le coup de fil définitif du président. Finalement, j'ai reçu le coup de fil du président. Et vous êtes entré au ministère, vous avez présidé aux destinées du ministère du rapatriement. Qu'est-ce que vous avez fait précisément durant votre présence dans ce ministère? Qu'est-ce que vous avez fait de concret? Je voulais quand même préciser, donner une petite précision, que je n'ai jamais choisi ce ministère. Le président m'avait demandé, est-ce que vous avez des préférences par rapport à vos compétences? Moi, j'avais dit que, Excellence, moi, j'ai décidé de venir aider le pays. Ce que vous allez me proposer, c'est ce que je vais accepter. Et comme par hasard, il m'avait proposé le ministère du rapatriement que j'avais vu dans le rêve. Alors, en rentrant, j'avais l'infime conviction que ça venait de Dieu, que ça devra marcher, parce que j'avais l'onction du rapatriement. Et les gens, les témoins sont là pour le dire, comment j'ai effectué le rapatriement. Ça paraît être la suite logique de votre combat. Il se dit que vous êtes connu pour votre neutralité dans la vie politique burundaise. Vous êtes trempé dans aucun problème politique de votre pays, ce qui donne une certaine légitimité à toutes vos actions, un poids considérable justement au niveau national et à l'échelle internationale. Est-ce que vous êtes vraiment neutre? Dites-moi, à cœur ouvert. J'ai des préférences. Je voulais qu'on relativise ce mot neutralité. Neutralité, ça ne veut pas dire absence de sentiments. Je peux aimer mes parents, mais ne pas faire du mal à ceux qui ne sont pas mes parents. Je peux aimer mes amis, je peux même leur faire des faveurs, mais je ne m'évertue pas à faire du mal ou à léser ceux qui ne sont pas ni parents ni mes amis. Et je crois que c'est ça une neutralité, je dirais, positive. Donc, je crois que si on peut dire, Sœur Jésus était neutre quand il était sur terre. Donc, vous n'êtes pas neutre? Je suis une personne humaine. Ouais. Quel est aujourd'hui votre constat du respect, votre constat dans le respect aujourd'hui de l'état de droit au Burundi? Je crois que depuis que les gens ont commencé à prier au Burundi, les gens ont commencé à prier à tous les niveaux, le Burundi se cherche au niveau de l'état de droit. Le Burundi doit encore travailler, il se cherche. Ça veut dire quoi précisément? Il y a encore des violations de droits de l'homme? Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on quitte la guerre, que les gens terminent la guerre, que tout va être fait tout de suite. Comme le disait un grand politicien qui disait les maladies infantiles de la démocratie. Je crois que nous sommes en train de passer par ces épreuves. La démocratie, c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués. Mais c'est des étapes obligatoires. Quand on traverse 10 ans de crise pratiquement, quand on essaie une transition qui a l'air de marcher, il faut forcément qu'on passe par ces étapes-là. Je vous sens un peu trop dur quand même. Ce sont des étapes qui sont presque devenues, je dirais, des passages obligés. Parce que c'est un apprentissage. La démocratie, même dans les pays les plus avancés, on trouve de temps en temps qu'il y a des failles, il y a des corruptions. Il y a la corruption, vous le savez, il y a des trafics de drogue, il y a des prisons que je n'ai pas besoin de nommer comme ça dans des pays modèles. Mais je me dis que nous avons encore du pain sur la planche. Nous avons, comme dans beaucoup de pays africains, encore à soigner les élections. Nous avons encore à accepter les défaites. Nous avons encore à asseoir vraiment une vraie démocratie durable. Vous avez été membre du comité de pilotage tripartite, vous êtes encore membre, vous êtes vice-présidente, en charge des consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de justice de transition au Burundi. C'est selon quelle charpente justement vous avez mené ces stratégies? Je sais que ça a été développé en 6 thèmes. Quels sont ces différents thèmes? Bon, les différents thèmes qu'on a essayé de développer, c'était des thèmes relatifs à la justice de transition, à savoir les 4 piliers de la justice de transition, à savoir la recherche de la vérité,
Parce qu'au Burundi, comme par ailleurs, même s'il y a eu des guerres, même s'il y a pardon, avant la réconciliation, il faut que la vérité soit mise au grand jour. Et je crois que Dieu aidant, nous devons chercher la lumière. Donc il faut passer par la vérité. Recherche de vérité, ce mécanisme est très important, non seulement pour nous, pour une vraie réconciliation, mais pour les générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants, qui doivent savoir ce qui s'est passé un jour au Burundi. Ça veut dire, ça va éviter la globalisation. Les gens en étaient venus à globaliser. Cette ethnie, c'est une ethnie de tueurs. Une autre, c'est une ethnie de tueurs. Alors, je crois qu'il faut responsabiliser les gens. Il faut que les gens puissent avouer ce qu'ils ont fait. Bon, ça, c'est la recherche de la vérité. Ensuite, il y a la recherche de la justice. Par la justice. Et les réparations. Les réparations, c'est le 4e pilier. Parce que la justice, exactement, c'est les juges qui ordonnent des réparations. La justice, il y a des gens qui disent, OK, il y a la vérité, nous ne sommes pas prêts à réconcilier, nous ne sommes pas prêts à pardonner, il faut quand même que la justice nous soit faite, il faut que cette chance leur soit donnée. Le 3e mécanisme, on parle de le changement des institutions. Est-ce que les personnes qui ont commis ces violations des droits de l'homme, est-ce qu'ils sont toujours en poste? Est-ce qu'ils vont encore... C'est la réforme des institutions. La réforme des institutions, carrément. Pour assurer ce qu'on appelle ne plus jamais ça. Pour assurer que les choses ne vont plus recommencer comme c'était là, pour faire un nettoyage au niveau administratif, au niveau des institutions, au niveau de la presse, au niveau de l'armée, au niveau de la police, que ces gens-là qui ont commis ces crimes soient réformés ou soient ajustés ou soient qu'on les nomme ailleurs. Alors, le 4e mécanisme maintenant, c'est la réparation. Les réparations sont multiples. Je vous donne un exemple. On a tué des gens, on a tué toute une famille. Quelle est la réparation qui équivaut à 2 enfants tués, à 3 enfants tués, à tout un village? Quelle est la réparation financière? Alors c'est ainsi qu'au niveau des mécanismes de gestion de transition, nous avions proposé, et c'est universel, d'autres formes de réparation, comme des réparations collectives, comme des réparations, je dirais même sous forme de signes de bonne foi, ça veut dire demander pardon. Faire un enterrement dans la dignité des restes ou bien demander de pardon officiellement. Donc, ce sont ces genres de réparations qu'on favorise plutôt. Bon, ceci n'exclut pas que les juges peuvent dire autre chose. Maintenant, avec les 4 piliers, c'est sur ces 4 piliers que nous pensons que la réconciliation est possible. Donc, c'est ça. D'un autre avenir pour le Burundi. Pour mener cette étude, vous avez interrogé toutes les classes sociales, des classes urbaines aux classes rurales, vous avez interrogé tout le monde. On parle d'un dossier en 94 pages, 97 pages, je pense, en français, et une 60aine de pages en kirundi. Oui, nous avons interrogé toutes les couches de la population. Nous avons interrogé des gens dans 17 provinces du pays. Et chaque fois, on avait un échantillonnage composé de personnes, les militaires, les polices, les victimes, les veuves, les enfants de la rue, les ex-combattants, les démobilisés, les ex-enfants soldats. C'était vraiment un échantillon hétérogène qui nous a permis de dégager quelques conclusions et qui, par hasard, se sont retrouvées un peu convergentes. Mais comme le gouvernement n'a pas encore publié le rapport, peut-être c'est justement ça notre crainte. On se dit un travail global est fait dans de très bonnes conditions. Vous avez travaillé selon un système très approuvé, je pense, par l'ensemble de la population. Et puis, les conclusions, les résultats sont mis au tiroir. Ils ne sont pas mis au tiroir. Là, je peux vous rassurer. Ça a coïncidé avec les élections. Et puis, par la suite, le président de la République l'a dit et il répète que très bientôt, il va faire la publication du rapport. Et il faut dire que seulement le 9 novembre, nous avons eu le rapport imprimé. Parce qu'il ne peut pas publier quelque chose qui n'est pas imprimé. Donc, je crois que c'est dans le bon sens. Il a même répété lors de la conférence des évêques des Grands Lacs en disant, voilà, ça tombe bien la conférence parce que bientôt,
on va publier le rapport et on va mettre sur pied une commission vérité et réconciliation. Donc les gens sont impatients parce que c'est un peu normal, ça fait longtemps que ce dossier traîne. Mais je crois que est-ce qu'il y a la pression des Nations Unies, est-ce que la pression de la société civile burundaise qui est aussi copropriétaire de cette étude qui a été demandée? Je crois que le gouvernement n'a pas tellement besoin de pression parce qu'il fait partie même du comité de pilotage que nous représentons. Donc c'est une question d'échéance. Et je suis convaincue que c'est une question d'échéance. D'accord. Vous êtes Tutsi, c'est ça? Votre présence dans le gouvernement... Similaire tout Tutsi, mais pas complètement. D'accord. Votre présence dans le gouvernement bénéficie de la répartition définie selon les accords d'Arusha. On parle de 30% de femmes dans les bastions politiques au plan national. On parle de 40% de Hutus dans le gouvernement. Est-ce que vous n'avez pas bénéficié de tout ça dans votre parcours finalement? Bon, je vais peut-être préciser d'abord. La Constitution parle de 60% de Hutus. 40% de Tutsis. Pour vous, peut-être c'est la même chose. 40% de Tutsis, dont inclut au moins 30% de femmes. Donc, ce n'est pas 30%, c'est au moins. Ça veut dire que rien n'empêche d'aller au-delà de 30%. Bon, je crois que c'est les partis politiques qui désignaient les personnes. Et je crois que les accords d'Arusha, quand même, ça a été une belle balise, une balise pertinente pour éviter un monopartisme ethnique. Parce que ça peut aussi être dangereux, ici comme ailleurs. Alors, vous avez été membre de la commission d'enquête internationale sur les massacres du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry pour déterminer justement les conditions exactes des violences qui ont ensanglanté le stade de Conakry. Vous avez été justement désigné par Ban Ki-moon pour mener à bien ces travaux-là. Quels en sont les résultats? Quelles sont les conclusions? Nous avons soumis nos conclusions au secrétaire général des Nations Unies. Et je crois que la Guinée aussi, le gouvernement de la Guinée a reçu un rapport. L'Office des droits de l'homme également qui nous avait aussi mandaté. Par la suite, vous connaissez ce qui s'est passé. Il y a le président qui a été blessé et qui a Dadis Camara qui a dû être évacué au Burkina Faso. Et puis c'est avec la prise de pouvoir par le président Chekouba, il a enclenché le processus électoral. Et je crois que les yeux sont braqués maintenant sur les institutions, la réforme des institutions, la mise sur pied des institutions, parce qu'avec le président blessé, c'était vraiment presque un vide constitutionnel. Et alors maintenant, je crois que le rapport sera analysé au bon moment. Et si ce n'est pas fait, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on a fait notre mandat. Nous avons produit le rapport. Finalement, chaque fois qu'il y a massacre, chaque fois qu'il y a violation des droits de l'homme, il y a toujours des enquêtes qui sont faites, des commissions des Nations Unies qui interrogent tout le monde, comme on peut le faire, des rapports et des conclusions en sortent, des résolutions également, et puis plus rien. Qu'est-ce qu'elles deviennent toutes ces dames violées en Guinée-Conakry, tous ces cas de violation des droits de l'homme? Et je sais que vous avez été peiné de voir ces différents cas. Si ce n'est pas fait, qu'est-ce que vous, personnellement, à cœur ouvert, vous allez faire? Premièrement, depuis ce temps-là, j'ai prié pour qu'elle soit forte. Et là, je le dis parce que je suis sincère. Il y a des fois où on sent que ce qui doit être fait dépasse un être humain. Ce que je pouvais faire pour ces femmes de Guinée, ou même pour les femmes du Rwanda que j'ai côtoyées au tribunal, ça dépassait la capacité d'un être humain. Je crois que cela. Oui. Je crois que c'est Dieu peut les restaurer. Et elles en sont convaincues parce que nous en avons discuté. C'est Dieu peut restaurer. Et je crois que la recherche de la justice, c'est quelque chose aussi qui peut les consoler, qui peut les restaurer dans leurs droits. En tant que personne, moi-même individu, j'ai très peu de manœuvres, mais j'ose espérer en la justice internationale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous ces rapports qui ne sont pas publiés, ce que je crois, c'est quoi? C'est le choix difficile entre la fin de la guerre ou la fin de la crise et le système de justice. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui était prioritaire en Guinée? Commencer à poursuivre les auteurs du massacre ou bien
avoir un système politique existant et viable. Donc, ici au Burundi ou ailleurs, les gens ont décidé un jour qu'il fallait d'abord que les gens rentrent et qu'ils vivent ensemble. Et que la guerre cesse et que les gens vivent en paix. Avant de penser à réouvrir les dossiers de justice et de vérité, de réconciliation. Je crois que c'est un choix difficile. Et souvent, les accords de paix compromettent ces dossiers. Mais maintenant, c'est à voir ce qui est important au niveau d'un pays, au niveau de la population. Est-ce que ce sont les accords de paix ou la justice? Et je crois que c'est quelque chose qui est maintenant échelonné. Je crois qu'en général, on commence par les accords de paix. Et puis par après, quand il y a la paix dans le pays, parce que quand il y a des balles, quand il y a des bombes, comment poursuivre ceux qui ont fait les massacres, ceux qui ont commandité les massacres, alors qu'ils n'ont pas encore terminé. Alors qu'ils n'ont pas encore terminé. Donc il faut d'abord une étape. Ce sont des étapes. Quels sont vos rapports au plan national avec le président actuel, Pierre Nkurunziza? C'est un frère dans le Christ. Ouais. Mais encore? C'était mon chef. On a bien travaillé ensemble et on travaille toujours ensemble. On travaille toujours bien ensemble. Plusieurs femmes du monde sont en train de vous suivre en ce moment sur LMTV, Lumière du Monde Télévision. Et c'est sûr qu'elles se posent cette question de savoir où elles se disent finalement, où elles ont cette conclusion, réussir comme vous, c'est s'attacher au Christ. Oui, je suis convaincue. Je suis convaincue parce que s'attacher au Christ pour moi veut dire au moins 3 choses. Premièrement, quelles sont mes priorités? Deuxièmement, quel est mon destin? Troisièmement, qui je sers? Quatrièmement, à qui je donne rapport? La liste peut être prolongée. Dès que j'ai découvert le Christ, ça a beaucoup changé. Et j'aimerais dire à mes sœurs, et même à mes frères chrétiens, et même nos chrétiens, que le Christ, que Dieu parle. Il parle, et puis qu'il est partout. Les temps sont révolus où les gens disent que la politique, c'est aux politiciens. Pensons au roi David, pensons au roi Salomon. Dieu parle, et les dirigeants devraient se référer à Dieu. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il a donné l'exemple le plus typique de l'humilité. Premièrement, il était né roi, mais il a préféré naître dans une crèche. Deuxièmement, il aurait pu grandir dans des cours où on formait les princes aux lettres ou quoi, mais il a préféré grandir en apprenant le métier de menuiserie. Et en entrant dans Jérusalem, il aurait pu aller sur des chevaux, des chars, parce que c'était la fête, on fêtait le Christ roi. Les gens disaient, voilà, on veut vous introniser roi. Mais il a préféré aller sur un âne. Et l'âne signifie une bête qui porte beaucoup de fardeau. Et je crois que Jésus a voulu dire, voilà, j'ai le monde sur mon dos, c'est mon fardeau. Je crois que nos dirigeants devraient sentir que le pays, c'est un fardeau pour eux. Ils devraient le porter sur le dos. Ils devraient être là pour servir, mais non pas pour être servis. Et c'est ça le modèle que Jésus nous a fait. Ça, c'est pour hommes et femmes. Les femmes, nous avons toujours été aux côtés du Christ. Après, nous devrions plus être sensibles à ce modèle, puisque nous avons été à côté du Christ sur la croix. À Jérusalem, même si on regarde les images, ce sont des femmes qui ont continué à pleurer, et ce sont des femmes qui ont été les premières à voir la résurrection de Christ. Donc, nous avons une place privilégiée en donnant la vie, non seulement en donnant la vie, mais aussi, on dit qu'il y a plus de veuves que de veufs en clôturant la vie, en disant au revoir aux autres. Donc, je crois que Dieu nous a donné une place privilégiée que peut-être nous ignorons et que nous ne mettons pas à profit. Les Burundais sont en train de vous suivre en ce moment. Est-ce qu'il y a des gages d'un retour définitif de la paix dans ce pays? C'est une question que, si vous la posez à moi,
je risque de ne pas donner la vraie réponse puisque j'ai une nature très optimiste. Moi, je crois. On attend votre réponse. Je crois que la paix est très... je la vois. Elle est là. Elle a commencé. Comme je vous l'avais dit, il y a des perturbations. Mais Dieu et Jésus qui m'entend ne vont pas permettre que ce peuple continue à souffrir de la guerre. Je crois qu'à un certain moment, il va dire, comme on le dit en anglais, enough is enough. Le peuple a le droit de vivre dans la paix. Assez, trop c'est trop, comme on le dit en français. Voilà. Françoise Ngenda Dayo, c'est cela. Oui. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, j'ai dit que Jésus parle. J'aimerais revenir sur cela. J'avais accepté de le suivre. J'avais accepté d'être obéissante. J'ai laissé mes avantages des Nations Unies. Je suis allée dans un pays en guerre. Et le jour où j'ai déclenché l'opération de rapatriement, là, vous pouvez aller dans les archives du HCR. Vous pouvez le voir. J'étais allée sensibiliser dans les camps. Il y a une femme qui m'a posé une question en disant, « Madame la ministre, si nous rentrons au Burundi et qu'il y a des gens de cette armée mono-ethnique, on parlait de l'armée Tutsi, qui nous massacre, Madame, est-ce que vous acceptez notre sang sur vos épaules ?» C'était une question très difficile et j'ai invoqué le nom de Dieu. J'ai invoqué le nom de Dieu et je leur ai répondu, moi je suis sauvée. J'ai levé la main comme ça. J'ai dit, si vous confiez le sang, votre sang à celui qui vous l'a donné, rien ne va vous arriver. Ce mot, j'ai senti que ça ne venait pas de moi. Et ce mot a déclenché le rapatriement. Puisque ce jour-là même, les gens ont plié bagages, ils m'ont suivi. Nous sommes venus avec, ils ont dit, Madame, vous ne nous laissez pas ici. Le lendemain, c'était 10 000, le surlendemain, 20 000, le surlendemain, 30 000. Et le HCR a parlé d'un cas atypique du rapatriement. Parce qu'on n'avait jamais vu des gens qui rentraient sous les bombes, des gens qui rentraient sous les ballons. Mais puisque Dieu avait décidé ainsi, personne ne pouvait arrêter le mouvement. Et je crois que ça a contribué même au Robert d'accélérer le processus de paix indirectement. Donc, moi, je trouve que travailler avec le Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, j'ai obéi. Demain, ce que je voulais dire, j'ai une paix intérieure. Je ne me soucie plus de ce que je deviens demain, parce que Dieu m'a déjà, je dirais, envoûté. Je suis déjà sous ses cordes, quoi. Donc, il m'a déjà envoûté. Je ne sais pas si demain ou après-demain, je sais que je vais continuer à obéir mon maître et mon Seigneur. C'est ça le dernier mot que je voulais dire. Et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait de vivre cette expérience extraordinaire, de travailler avec Jésus, de reprendre non seulement comme sauveur, mais comme maître, de l'obéir. Je vous remercie. Françoise Ngenda Dayo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la personnalité féminine la plus influente du Burundi, également une femme d'exception, ministre du rapatriement à l'époque. Vous êtes en ce moment vice-présidente du comité de pilotage tripartite. Merci d'avoir accepté à cœur ouvert de nous parler. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de partager ce que j'ai de plus cher avec mes sœurs qui m'écoutent et de leur faire partager mon expérience et surtout l'expérience que j'ai menée avec notre Sauveur Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.